Je suis très heureux d'avoir été invité à venir vous parler de ces travaux, parce que d'une part, ils ont marqué effectivement la cosmologie, et je vous montrerai pourquoi et comment, et puis parce que ça touche à des questions fondamentales, question des origines. La recherche fondamentale a aussi souvent des problèmes, s'intéresse aux problèmes des origines, origine de l'univers, origine de la vie, origine de la conscience, origine de comment s'est formée la Terre, etc. Donc je vais vous parler de cosmologie et je vais vous parler de recherche spatiale. Et je vais d'abord vous brosser un panorama de la cosmologie jusqu'au XXe siècle en une dizaine de slides. Mais avant ça, je vais essayer de vous parler d'un problème qui est un problème de philosophie des sciences. Quand on parle de la physique, de la chimie, de la biologie, c'est ce qu'on appelle les sciences expérimentales. Et j'ai les distingué des sciences observationnelles, dont fait partie la cosmologie, et je vais vous expliquer en quoi elles sont différentes, où elles sont des approches scientifiques, toutes les deux, mais qui n'ont pas les mêmes problèmes. Il faut aussi savoir que dans l'Antiquité, effectivement, les démarches, la démarche scientifique n'était pas séparée de la philosophie, mais il y avait une démarche de modélisation du monde et de chercher à savoir si elle coïncidait avec ce qu'on observait. Les sciences expérimentales, donc, ont ça de particulier, qu'on étudie des lois physiques. Alors on peut étudier la chute des corps, on peut étudier tout ce qui était hydrodynamique, etc. Et on fait des expériences dont on change les conditions et les paramètres. Pour les gaz, par exemple, on peut changer la nature du gaz, on peut, dans la chute des corps, on peut changer la nature des matériaux, etc. Et on contrôle ces paramètres. Par contre, dans les sciences observationnelles, on observe des objets extérieurs. Alors, l'astronomie, c'est effectivement une science observationnelle, mais qui se rapproche des sciences expérimentales dans la mesure où on peut faire des analyses statistiques. Et par exemple, les étoiles, on a fait des modèles de la structure interne des étoiles. Dès qu'on a compris que les réactions thermonucléaires étaient la source d'énergie des étoiles, et on a découvert que finalement, il y a des étoiles de masse très différentes, un dixième de la masse du Soleil, jusqu'à 100 fois la masse du Soleil, donc ça fait un facteur 1000. Et donc, on sait séparer et mesurer les masses, en particulier dans les étoiles binaires, et d'autre part, on peut étudier aussi leur composition chimique, qui varie un peu. Et donc, on peut étudier, en fait, et vérifier que le modèle donne bien les bonnes réponses, selon qu'on varie la masse du gaz de l'étoile, ou qu'on varie sa composition chimique. Néanmoins, il y a des objets, l'univers, il n'y en a qu'un, à histoire unique. Donc, objet unique à histoire unique, c'est l'univers, c'est l'apparition de la vie, c'est probablement l'apparition de la conscience. Et donc là, on se dit comment on fait pour dire je fais un modèle et comment ce modèle je vérifie. Alors on ne peut pas le vérifier en changeant les paramètres. Dans la cosmologie en particulier, on essaye de savoir comment ça a commencé. Je terminerai tout cet exposé en vous montrant ce qu'on en comprend. Mais il y a une hypothèse qui est que il y a des choses qui sont que l'univers a démarré d'une fluctuation quantique, donc une fluctuation au hasard d'un certain champ physique, et donc que ça on ne peut pas le changer, c'est ce qui a été au début. Et donc dans la cosmologie, il y a ce qu'on appelle des incertitudes de nature statistique, en disant ce qui est dû au hasard, on le prend en compte, mais on ne pourra jamais démontrer complètement que c'est
Donc la cosmologie, c'est la science qui décrit l'univers et son développement. Alors, de tous les temps, en fait, les gens ont cherché à essayer d'expliquer l'origine de la Terre et puis l'origine des sociétés humaines, etc. Et les mouvements des planètes, évidemment, ont attiré l'attention des civilisations les plus anciennes, parce que c'était des objets qui se déplaçaient par rapport aux étoiles, qui étaient toutes fixes les unes par rapport aux autres. Donc, il n'est pas surprenant que la démarche scientifique ait dû beaucoup à l'étude du mouvement des planètes, et donc, finalement, à étudier quelque chose dont on ne pouvait pas changer. On ne peut pas changer la durée de l'année pour voir ce que ça ferait, ou changer la place de Jupiter dans le système solaire. Hein. Donc, c'est observationnel, et par exemple, dans les démarches scientifiques qui ont été suivies après au XXe siècle, on a fait des modèles de formation de systèmes planétaires, et vous savez que donc il y a des planètes rocheuses plus près du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et puis des planètes gazeuses qui sont en fait des étoiles avortées qui ne sont pas assez massives pour s'être allumées, mais donc Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. Et on avait trouvé une théorie et un modèle qui expliquait tout à fait pourquoi les planètes rocheuses étaient dans des places différentes et plus près du Soleil que... Et puis, quand, dans une période plus récente, une vingtaine d'années, on a fini par détecter des planètes extérieures, il est très difficile de détecter les planètes autour d'étoiles parce que le contraste est tel que on n'arrive pas, par exemple, à faire une image d'une planète autour d'une étoile. Il faut faire des détections indirectes. On a une seule image d'une planète extrasolaire à côté de son étoile. Et on a découvert que les premiers systèmes planétaires qu'on a trouvés avaient des planètes géantes gazeuses près de l'étoile et des planètes rocheuses à l'extérieur. Donc, la difficulté d'avoir des systèmes uniques à histoire unique, c'est qu'on peut trouver un modèle satisfaisant et dont on se rend compte que finalement, c'est pas le bon. Parce qu'on a pu avoir d'autres objets du même genre. Dans l'univers, on ne va pas avoir un autre univers à étudier. Donc, alors, quelle est la méthode et comment la méthode scientifique arrive à s'arranger avec ça? Ben je vais essayer de vous montrer que on a beaucoup d'observables qui sont très différentes. On a une physique compliquée qu'on explique. Et donc, la cohérence, c'est la cohérence de tout ça qui fait dire que on a compris certaines choses très bien, et puis d'autres moins bien, et jusqu'au début du début, comme je dis parfois, ce qu'on appelle le Big Bang, on a maintenant une hypothèse sur la physique qui a conduit au Big Bang, mais on est quand même sur des explications et des modèles très incertains. Pour illustrer ces affaires de cohérence et ce qu'il faut mettre ensemble pour faire un modèle d'une observation, je vais vous parler en quelques minutes de la première mesure du rayon de la Terre. On savait que la Terre était ronde, était sphérique, depuis déjà le 4e siècle avant Jésus-Christ. Aristote le dit, et dit que, et un autre philosophe d'ailleurs, dit aussi que la rotondité est évidente quand on navigue et qu'on voit effectivement l'horizon manger progressivement la coque et puis après la moitié du mât d'un bateau et puis la totalité, donc qui est expliquée par une Terre sphérique, mais on ne connaissait pas le rayon. Aristote, en fait, a dit dans les observations d'éclipses, je vais vous remontrer une image de ça après, qu'on voit l'ombre de la Terre sur la Lune,
Et donc, que ça permet de voir que le disque d'ombre est plusieurs fois plus grand 5 à 6 fois plus grand que le disque de la Lune. Et effectivement, avec un certain nombre d'hypothèses, on va pouvoir aller jusqu'à mesurer la distance de la Terre à la Lune. Pour revenir au rayon de la Terre, Eratosthène savait que au solstice d'été, le 21 juin, le Soleil, à midi, éclaire le fond des puits, des niliomètres qui étaient au bord du Nil. Donc il savait effectivement que s'il observait l'ombre portée d'une pyramide ou d'une obélisque plus au nord, et en l'occurrence il a choisi Alexandrie où il vivait, au zénith, au passage du Soleil au zénith le 21 juin, on pourrait avoir le dessin que vous voyez au-dessus, qui est, si je mesure l'angle fait par la direction des rayons du Soleil, donc mesurer la longueur de l'ombre, sachant que la longueur de l'ombre est nulle, c'est-à-dire que le Soleil est à la verticale de Sienne, on va pouvoir avoir un triangle qui permet de mesurer le rayon de la Terre. Et ça fait quand même une hypothèse. Donc, il faut faire une hypothèse, c'est que le Soleil est très loin, donc que les rayons qui viennent du Soleil sont parallèles, parce que la distance du Soleil est beaucoup plus grande que le rayon de la Terre. Et donc, effectivement, si on connaît la distance entre Alexandrie et Sienne, et qu'on sait qu'elle est à peu près nord-sud, on va pouvoir, effectivement, calculer le rayon de la Terre. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut Euclide. Donc, il faut la géométrie, les relations géométriques dans les triangles. Et il faut aussi la mesure dans une unité connue entre les deux villes. Donc ça demande un modèle. Le modèle, c'est que le Soleil est très loin. Ça demande des mathématiques. Et puis ça demande une mesure annexe, qui est la distance, dans une unité connue. Et ça, c'est de la technologie militaire. C'est Alexandre le Grand qui a fait cartographier par des marcheurs. Alors ils attachaient, il avait des soldats qui étaient des marcheurs, ils attachaient une corde entre les deux pieds, ils marchaient en tendant la corde à chaque pas, ils comptaient les pas, et puis ils comptaient les pas sur un des stades en Grèce, je ne sais plus si c'est celui de Delphes ou d'Olympie, et on comptait en stades. Et donc, quand on a fait la mesure ici, on a trouvé effectivement une mesure qui donnait 250 000 stades. Et 250 000 stades, alors les historiens ont fini par déterminer lequel des stades de Grèce était le bon, et ça fait 39 600 km, qui est une précision où je pense que la mesure n'était pas aussi précise que ça, ils ont eu aussi un peu de chance de tomber aussi près de la valeur. Donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec cette combinaison d'un modèle, d'une mathématique et d'une mesure, donc une technologie, on a pu déterminer ça. Donc le travail des sciences observationnelles, il travaille comme ça. C'est-à-dire qu'il faut un modèle, il faut un modèle mathématique, et les gens qui se sont exprimés qui ont essayé de faire des hypothèses sur l'univers, etc. Giordano Bruno était un de ces philosophes qui a supposé que l'univers pouvait être infini et qu'il pouvait être peuplé de mondes multiples. Donc l'Inquisition lui a fait un procès, il n'a pas voulu renier ce qu'il avait dit, et donc à cette époque-là, il était un peu dangereux de faire de la cosmologie. Il a été brûlé par l'Inquisition en février 1600, et sa statue est à Campo di Fiori, là, donc à l'endroit où il a été brûlé, à Rome, et c'est une statue splendide. Et ce qui était sur
et il y a des bas-reliefs qui représentent le procès. En fait. Donc, on a fait la rayon de la Terre par un système de triangles. En fait, la distance des planètes et des étoiles les plus proches ont été faits avec une triangulation de la même façon. Et donc, pour les étoiles, on utilise le diamètre de l'orbite terrestre. On regarde une étoile proche qui se projette sur les étoiles beaucoup plus lointaines. Et puis 6 mois plus tard, on fait la même observation. Et donc on peut mesurer sur le fond des étoiles lointaines l'angle entre les deux mesures à 6 mois d'intervalle et donc déterminer leur distance. La mesure des distances des objets astronomiques, ça a été un casse-tête jusqu'à extrêmement récemment et même encore maintenant. Parce qu'on ne peut pas faire de mesure de distance si l'angle est trop petit, parce qu'on n'arrive pas à mesurer l'angle, et donc on peut le faire pour les étoiles, mais pour les galaxies extérieures, les étoiles qui sont dans les galaxies extérieures, on est obligé d'avoir recours à d'autres moyens qui sont des moyens indirects, et je ne vous raconterai pas l'empilage de méthodes qu'il a fallu pour atteindre des distances cosmologiques avec une précision qui était assez médiocre. Enfin, ce qu'on définissait comme le monde, alors vous avez vu dans la première carte, Ératosthène avait aussi fait une carte de la Méditerranée, qui était une assez bonne carte, et il savait que le monde était, enfin la Terre était beaucoup plus grande, donc, mais le monde connu, c'était à peu près cette carte. Après, on a exploré la Terre, on a fini de l'explorer en fait au XVIIIe et au XIXe siècle, et après, on connaissait depuis l'Antiquité la distance de la Lune, mais la distance du Soleil, il a fallu effectivement la mesurer par les distances des planètes du système solaire, etc., par une compréhension et un modèle du système solaire. Au début du XXe siècle, le monde, il se limitait aussi à notre galaxie. On voyait des étoiles, on les voyait dans ce fameux disque qu'on voit en été très bien, qui est le disque d'étoiles dans lequel on vit, et puis on ne voyait pas d'étoiles au-delà d'une distance de... Alors, en gros, il y a 100 000 années-lumière de diamètre, donc au-delà de 100 000 années-lumière, on ne voyait plus d'étoiles. Donc on vivait dans un espace où il y avait du vide autour et des étoiles. Donc le monde beaucoup plus grand qu'on étudie aujourd'hui, avec toutes les galaxies, est effectivement, une fois de plus, une distance auquel on ne voit plus de galaxies. Ça a été l'extension des objets astronomiques, les plus grands, les plus lointains, mais ce qui va nous donner... je vous montrerai que le fond cosmologique, qui a été étudié par le satellite Planck, nous donne l'histoire avant qu'il y ait des galaxies. C'est-à-dire qu'on n'est plus à essayer de découvrir quels sont les objets qui sont au-delà, c'est de découvrir qu'est-ce qui s'est passé pour conduire à cet état. Et il n'y a pas d'objet, il n'y a pas un ensemble de milliards de galaxies à l'extérieur de ce qu'on a trouvé. Il n'y a plus de galaxies derrière. Et donc, l'exploration, en gros, au sens de regarder de plus en plus loin et de voir de plus en plus loin, est terminée. En fait, la question, après, elle devient temporelle. Elle devient pourquoi les galaxies, d'ailleurs, les plus lointaines sont assez différentes de notre galaxie et des galaxies proches. Et donc, l'idée, c'est de décrire après, essentiellement de façon temporelle. Si l'univers est infini et rempli d'étoiles, il y a des gens alors il y a toute une série de gens qui ont énoncé ce paradoxe que le ciel est noir et s'il y a une infinité d'étoiles distribuées régulièrement ou une infinité de galaxies, on va toujours rencontrer, n'importe quelle ligne de visée va rencontrer une étoile. Donc, si l'univers est infini,
le ciel devrait être la nuit aussi brillant que le soleil, ce qui n'est quand même pas le cas, c'est assez évident. Donc, effectivement, il faut que l'univers soit fini ou que quelque chose d'autre explique ça. Alors, on sait maintenant que l'explication principale, l'univers peut être fini ou peut être infini. Ce que je vous dirais, c'est que l'univers est beaucoup plus grand que l'univers visible, que l'horizon, mais il est beaucoup plus grand, et donc il est pour des considérations pratiques d'observation astronomique infini, mais néanmoins le ciel est noir, et ça vient du fait que on vit dans un monde où, quand on voit plus loin, l'univers évolue, et effectivement, la lumière qui vient des étoiles est décalée vers le rouge. Les étoiles ou les galaxies s'éloignent de nous, et donc, en fait, la lumière des étoiles n'est pas partie, elle est toujours là, mais elle a été poussée très loin dans le domaine infrarouge lointain ou submillimétrique. Donc, la bonne réponse au paradoxe, c'est que la lumière, elle est toujours là, elle est jusqu'à une distance finie, parce qu'on ne voit plus de galaxies au-delà de quelque chose, mais aussi, la lumière des étoiles a été portée sur une autre... Alors, en gravité newtonienne, la gravité, c'est la force entre deux masses inversement proportionnelles au carré de la distance, c'est proportionnel au produit des deux masses, et c'était une force instantanée. Si on prend une force instantanée dans un univers infini, tout s'attire immédiatement et provoque une accélération de ces objets les uns vers les autres, qui font que l'univers devrait s'effondrer sur lui-même en un temps très court, puisque l'accélération serait éventuellement jusqu'à infini ou très très grande. Donc, on ne savait pas faire de modèle d'univers, et donc faire de la cosmologie scientifique sans avoir un modèle, de toute façon, je vous ai essayé de vous montrer que pour les disciplines observationnelles, il faut avoir un modèle qu'on confronte aux observations, et on regarde la cohérence. Avec la relativité générale d'Einstein, en 1917, la gravité a été décrite d'une façon complètement différente. La gravité est décrite dans la relativité générale comme finalement une distorsion de l'espace-temps. Et donc, d'autre part, il y a une propagation, c'est-à-dire que la gravité n'est pas instantanée. Donc, très très vite, Einstein et De Sitter ont montré qu'on pouvait faire des modèles d'univers, même infinis. Alors, ils ont fait des modèles stationnaires en disant l'univers est le même ils ont fait l'univers est le même partout, il est homogène, il est le même dans quelques directions qu'on regarde, il est isotrope, et puis il est même stationnaire dans le temps, l'univers est le même à n'importe quel observateur et à n'importe quel temps. Cette hypothèse, qui était la plus simple, a été immédiatement contredite 15 ans plus tard, dans les années 30, par Hubble qui découvre que les galaxies s'éloignent les unes des autres, et donc d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Donc immédiatement, il a fallu abandonner le premier modèle, et donc on voit qu'on est dans une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on fait un modèle, on fait une prédiction, elle n'est pas vérifiée, on change de modèle, alors ça a été ce qui a conduit au modèle d'univers en expansion, et on est toujours avec celui-là, et pour l'instant, vous verrez que ça marche très bien, ce qui n'empêche pas que ça pourra éventuellement être mis en cause. Il y avait d'autres choses que les astrophysiciens ne comprenaient pas. Les étoiles sont formées d'hydrogène, l'élément le plus simple, et de 25% d'hélium, et cette quantité d'hélium est à peu près constante dans toutes les étoiles. Par contre, les éléments les plus lourds, qui sont ceux qui sont synthétisés dans le centre des étoiles, et c'est ça qui fait leur source d'énergie,
sont avec des abondances qui sont de l'ordre du %, mais qui sont très variables. Ça peut être du % ou pour 1000. Et l'hélium qui est produit en même temps que les éléments lourds, carbone, azote, oxygène, enfin tous les atomes qui nous constituent, la quantité d'hélium n'est que un quart ou un cinquième de ce qu'on voit. Donc on ne savait pas pourquoi l'hélium qu'on voit ne pouvait pas être construit dans le cœur des étoiles comme les autres éléments. Il y a des gens qui ont eu, alors Alpher, Bethe, Gamow, en 49, ont fait une hypothèse qui était une hypothèse absolument phénoménale par rapport à ce qu'on savait de l'expansion de l'univers et des galaxies qu'on étudiait. Ils ont dit, bah, si on rejoue l'histoire de l'univers en arrière, ça va être concentré, ça va être plus chaud, plus dense, et peut-être que c'est dans cet univers primordial que a été produit l'hélium. Et il fallait pour ça remonter jusqu'à une température d'1 milliard de degrés et une densité qui était 200 millions au cube fois plus grande. Le 200 millions au cube va venir, vous comprendrez pourquoi tout de suite. C'était une extrapolation extraordinairement hardie, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait signifier que ces chiffres et que ces extrapolations sur l'origine de l'univers étaient justes. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, si ça c'est vrai, ce milliard de degrés, il s'est dilué. Il s'est dilué par un facteur qu'on connaît, parce que pour faire 25% d'hélium, c'est là qu'il faut 200 millions au cube de fois plus dense, donc vous diluez, vous augmentez la taille de l'univers par un facteur de 100 millions, la densité décroît par 200 millions au cube, et puis vous avez votre 25% d'hélium qui reste, et vous restez avec la radiation à 1 milliard de degrés qui a été diluée, et donc on sait dans les modèles d'univers que la température de la radiation décroît de la façon inversement proportionnelle à la dimension. Donc 1 milliard divisé par 200 millions, ça fait à peu près 5 degrés. Et donc ils avaient prédit qu'il fallait qu'il reste, enfin on voyait cette radiation, on devait voir cette radiation, mais qu'elle était à 5 degrés Kelvin, 5 degrés au-dessus de zéro absolu. C'est une radiation qui se trouve dans le domaine micro-ondes. Donc ils ont fait cette prédiction qu'il doit y avoir un fond complètement uniforme et qu'il devait avoir un spectre très particulier qui est ce qu'on appelle un corps noir, c'est-à-dire typiquement la radiation d'un four, qui a une distribution d'énergie en fréquence qu'on appelle une fonction de Planck. Et donc ça a été prédit en 49. Alors en 65, Penzias et Wilson découvrent ce fond à 3 MHz, et puis on peut vérifier qu'il est uniforme, mais on vérifie encore beaucoup mieux ça avec le satellite COBE en 1990, et on vérifie surtout qu'il a bien cette distribution prédite d'une fonction de Planck. Ça, c'est ce qui, c'est l'expérience, enfin, de Penzias et Wilson, qui faisaient en fait ils étaient ingénieurs au Bell Labs et ils regardaient des télécommunications dans le domaine micro-ondes, à cette période-là, bien avant le téléphone mobile, par cet instrument. Le satellite COBE a été le premier satellite cryogénique cosmologique, et aussi un des tout premiers satellites cryogéniques qui ont été lancés par la NASA. Et ce qu'il a observé, alors il a observé la Voie lactée, vous pouvez voir des images de la Voie lactée dans des fréquences où les étoiles, comme le Soleil, ou les étoiles plus froides, rayonnent. Mais vous pouvez voir aussi que le rayonnement détecté par Penzias et Wilson est extrêmement uniforme. C'est l'image que vous voyez au-dessus. Il y a un fond complètement uniforme. On voit une partie dipolaire qui fait donc 2,7 Kelvin pour le fond uniforme.
La modulation, qu'on dit dipolaire, une partie chaude, une partie froide, fait 3 millikelvin, donc un millième de ça. Et puis les anisotropies, la granularité de ce fond, elle fait une trentaine de micro-kelvin, de millionièmes de degré. Donc c'est un 100 millième. C'est-à-dire que ce fond, quand on regarde dans l'astronomie, on voit des étoiles, on voit des galaxies, on voit des choses qui sont très non uniformes. Ce fond, il est uniforme à un 100 millième près. Donc en fait, si on l'avait découvert plus tôt, on aurait dit c'est quelque chose qui est très bizarre, c'est pas quelque chose qui vient des objets astronomiques. La figure en bas à gauche, c'est la distribution spectrale d'énergie en fonction de la fréquence, depuis 1 MHz jusqu'à plusieurs centaines de MHz, de gigahertz, pardon. Donc la croix bleue, là, c'était là où la détection de Penzias et Wilson, qui était 3,5 K plus ou moins 1. Et vous pouvez voir au-dessus les petits points noirs sur la courbe. Alors la courbe, c'est une fonction de Planck à 2,726. Et puis vous pouvez voir les points noirs qui sont les points de mesure. Les points de mesure, la barre d'erreur, elle est beaucoup, beaucoup plus petite que l'épaisseur du trait. Donc c'est une fonction, ça colle avec la fonction de Planck à un 10 millième près, en fait. Si vous visitez des laboratoires qui travaillent dans le micro-ondes, vous leur demanderez s'ils arrivent à... Comment est-ce qu'ils savent faire un corps noir aussi parfait? Et en général, on ne sait pas. Donc, quand on veut faire des corps noirs et les mesurer, on fait des corps noirs qui sont imparfaits, et puis on refabrique un corps noir qui est un ensemble du premier, et puis on fait un trou, et puis on regarde l'écart, et on arrive à calculer quelle est qu'on appelle l'émissivité du corps noir. C'est pas exactement 1, c'est des chiffres qui sont petits, mais qui sont rarement à un 10 millième. Là-dessus, je vous ai mis la distribution en fréquence, maintenant, c'est donc un schéma du même type, qui va maintenant depuis les mégahertz jusqu'au rayon gamma. Donc c'est de la radiation électromagnétique, hein. Il y a les rayons gamma, X, il y a l'ultraviolet, la bande violette, là c'est le visible, et la bande rouge, c'est l'infrarouge. Et vous voyez en gris le CMB, Cosmic Microwave Background, qui est le fond cosmologique. Et vous voyez l'échelle de brillance, et vous voyez que les tick marks, c'est des facteurs 10. Donc, l'émission de toutes les galaxies, c'est juste la partie bleue et la partie rouge, c'est 5% de l'énergie. 95% de l'énergie, elle est dans la partie grise, qui est le fond cosmologique. Et donc, tous les autres objets, les objets X, gamma, etc., radio, donnent un ciel extrêmement non uniforme. Et le fond cosmologique, qui fait 95% de l'énergie qui vient de l'extérieur de la Voie lactée, c'est quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit, uniforme à un 10 millième près, et avec une fonction de Planck à un 100 millième près. Donc, on est sûr que ce fond, c'est quelque chose qui est extrêmement anormal par rapport aux objets astrophysiques, donc ça ne peut pas être produit par les objets astrophysiques qu'on connaît. De plus, sa fonction est très particulière, il faut que ça ait été en équilibre avec des électrons, avec une très grande densité. Donc l'idée, c'est que ça ne peut venir que... Et on sait qu'il vient de derrière toutes les galaxies, puisqu'on sait que les galaxies les plus lointaines baignent dans ce fond. On a démontré par l'excitation de certaines molécules. Donc, ce fond vient effectivement d'une partie très primordiale de l'univers. Donc maintenant, on n'a pas trouvé d'objet plus grand et plus loin que les galaxies, mais on a découvert une radiation
qui vient effectivement de l'univers primordial. Et donc, ça ne va pas vous surprendre si je vous dis maintenant que pour l'instant, l'outil principal des cosmologistes pour découvrir l'évolution de l'univers depuis son début, c'est ce fond. Alors le fond, on a aussi prédit qu'il aurait des propriétés assez particulières dans la distribution de la granularité. Premier point, l'origine des structures dans l'univers, elles se sont formées sous l'effet de la gravité. Ce fond très uniforme, s'il n'avait aucune variation, ne conduirait pas à faire produire des galaxies. Donc il faut qu'il y ait quand même des grumeaux dans cette soupe cosmique. Dans ce gaz et cette radiation très uniforme, rien ne peut avoir engendré ces fluctuations que des fluctuations quantiques. Donc l'hypothèse très bizarre, là, et on est encore à faire une extrapolation extraordinaire, c'est que les galaxies et les amas de galaxies ont été formés juste de fluctuations quantiques, c'est-à-dire fluctuations qui sont à des échelles extrêmement petites. Mais c'est la seule explication. Et d'autre part, si on regarde le développement de ces structures, on peut retrouver tout à fait les structures qu'on observe aujourd'hui. On modélise la formation de ces structures. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est encore une meilleure nouvelle, c'est que on peut dire que alors je vais vous montrer un certain nombre de spectres, ce que je vais appeler qui sont des spectres, mais qui ne sont pas des spectres en fréquence, qui sont des spectres qui sont sur le ciel, et où je porte en ordonnée l'amplitude des fluctuations en fonction de la taille des fluctuations. Alors, la taille grandit comme ça, et puis on met dans ce sens-là ce qu'on appelle des fréquences angulaires. Donc là, vous avez tout le ciel, à 0, et puis vous faites des fréquences angulaires, donc quand vous êtes à 180, vous avez des structures qui font 1 degré, et puis quand vous êtes vous êtes à 0,16 degrés, c'est-à-dire 5 minutes d'arc, vous êtes à 5 à 6 minutes d'arc. Donc je vais vous montrer les spectres de la façon dont varie l'amplitude de ces fluctuations. Et ce qui avait été prédit, c'est effectivement que, comme dans un modèle de Big Bang, tout le monde part au même moment, toutes les structures qui sont de la même taille sont au même degré de développement. Et dans l'univers est un temps fini, donc au bout d'un certain temps, il y a des structures qui se sont développées et qui sont juste de la taille telle que la vitesse de la lumière multipliée par l'âge de l'univers soit leur diamètre. Donc les structures, elles se développent, elles ne peuvent, les structures qui se sont vraiment effondrées ne peuvent pas être beaucoup plus grandes que C fois la vitesse de la lumière, l'âge de l'univers. Et donc, il était prédit qu'effectivement, il devait y avoir un pic de taille, c'est-à-dire quand on regarde les structures, on en voit beaucoup qui sont de l'ordre du degré, puis après on en voit d'autres. Alors ça, c'est celles qui se sont contractées puis qui ont rebondi, et puis ça, c'est celles qui ont rebondi 2 fois, etc. Et donc, ça, c'est des ondes acoustiques, en fait. C'est la même chose que... C'est dans l'univers primordial, quand les objets se contractent sous l'effet de la gravité, ils rebondissent, et donc ça crée des vibrations qui sont des vibrations comme les ondes sonores. Et donc, ce qui est montré ici, c'était l'endroit où on en était en 1995. On essayait de détecter, en particulier, ce premier pic
à des tailles de l'ordre du degré. Et donc, vous voyez effectivement, ce que je vous montre, c'est le facteur L, là, c'est la fréquence angulaire. Donc c'est l'inverse du... C'est grosso modo l'inverse de la taille des structures. Et donc on n'avait pas détecté, on n'a toujours pas détecté ce pic. Vous voyez les mesures et les barres d'erreur. Le satellite Kobe avait détecté à très grande échelle, il les a détectés pour la première fois à très grande échelle, c'est les croix noires. Et puis après, il y a eu des Munich ballons qui ont été listés, qui ont détecté effectivement ces pics acoustiques. Et les pics acoustiques, ils contiennent effectivement énormément d'informations. Alors, vous voyez la carte de Kobe pour de ces pics de ces fluctuations. On voit que les grandes échelles parce qu'il avait un beam de 7 degrés. WMAP, c'est le deuxième satellite qui a été construit par la NASA, qui avait une résolution de 10 à 15 minutes d'arc et qui était beaucoup plus sensible que Kobe et qui a commencé à faire ce qu'on appelle de la cosmologie de précision en calculant et en montrant ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques. Alors la mission Planck, c'est une mission qui a été proposée en 1993 et où on a dit on va mesurer ce spectre en étant seulement limité par le bruit de photons du fond cosmologique, c'est-à-dire c'est la limite fondamentale, on ne peut pas le mesurer mieux. Et on va faire ça en refroidissant les détecteurs à 1/10 de degré au-dessus du zéro absolu dans l'espace, ce qui n'avait jamais été fait, ce qui n'a jamais été refait encore, par un réfrigérateur à dilution qui marche en 0G. Donc dans les laboratoires, on fait des très basses températures avec des réfrigérateurs dits à dilution, qui sont dilution de l'isotope 3 de l'hélium dans l'isotope 4, mais la physique, c'est de la physique des basses températures, mais les réfrigérateurs de laboratoire ne pouvaient pas fonctionner sans gravité. Donc c'est à l'Institut Néel, Alain Benoît a inventé un système pour faire marcher les dilutions dans l'espace. Il y a un certain nombre d'autres technologies. Il fallait effectivement 3 étages de refroidissement à 4K, 18K et 0,1K. Et puis il fallait aussi des détecteurs qui effectivement sont très sensibles. Donc ça, on a choisi des détecteurs construits par Andrew Lang à Caltech par exemple, parce qu'ils étaient un peu meilleurs. Mais quand on cherche à faire quelque chose comme ça, on prend vraiment les meilleurs. Et donc on n'a pas pris les détecteurs qui étaient construits dans notre laboratoire, mais on a été chercher ceux des Américains. Et donc on a essayé de prendre toutes les technologies les plus pointues pour faire toute la chaîne qu'il nous fallait pour faire le satellite Planck. Les satellites cryogéniques, en fait, c'est maintenant, je vous ai montré là, le satellite IRAS 83 pour la NASA, le satellite Kobe 89, le satellite Infrared Space Observatory de l'ESA en 98. Et donc, en gros, et puis le satellite Spitzer de la NASA. Vous pouvez voir que la NASA, quand même, domine le jeu. Ce qui se passait, c'est que l'expansion de l'univers a été découverte par Hubble, avec le télescope du mont Wilson. Le fond cosmologique a été découvert par Penzias et Wilson. Le fond a été montré très uniforme, mais avec des très petites fluctuations qui ont donné naissance avec le satellite Kobe. Donc, en fait, l'astronomie ou la cosmologie américaine a dominé depuis tout le XXe siècle, parce que c'est eux qui ont fait les bonnes hypothèses, fait les modèles. Bon, Einstein a fait les modèles aux États-Unis quand il vivait aux États-Unis. Et donc, c'est des technologies, c'est la technologie, en particulier de la cryogénie, qui a donné aux Européens l'occasion de dire
Maintenant, nous, c'est nous qui allons faire l'étape suivante. Alors ça, c'est une vision d'artiste du satellite. Vous pouvez voir que la Terre et le Soleil sont représentés par l'artiste derrière, et vous pouvez voir les deux miroirs, et puis derrière les miroirs, vous pouvez voir les instruments au plan focal. Et donc, l'instrument haute fréquence, qui est le plus sensible et celui qui a donné les résultats essentiels, une coupe de ça, vous voyez les cornets qui collectent la radiation qui vient du télescope, et puis tout à fait au centre, là, il y a les bolomètres qui sont à 100 millikelvin, 0,1 degré au-dessus de zéro absolu. Ça, c'est des photos de l'instrument qui a été lancé. Ça, c'est le satellite Planck sur la fusée Ariane en mois de mai 2014. Et puis, pour vous donner une idée de ce que c'est que ce type de science, nous, on avait fait une des manips ballons, par exemple. On était 5 chercheurs avec 2 ingénieurs, 2 techniciens. On travaillait tous ensemble, on faisait tout. C'était très agréable, on contrôlait tout. Si on veut faire Planck, on ne peut pas faire comme ça. Donc on est obligé de faire... c'est un peu le modèle de la physique des particules. Je vous ai mis rapidement... il y a 17 instituts, il y a 9 pays, il y a... les papiers sont signés par en moyenne 250 à 300 personnes. Il y a 500 scientifiques qui ont participé à la collaboration au Planck, plusieurs milliers d'ingénieurs. Donc effectivement, ça devient une énorme machinerie. Et malheureusement, si on veut rassembler toutes les technologies les plus pointues, il faut faire comme ça. Et puis, je ne vais pas vous détailler ça, c'est juste pour vous montrer que la cryogénie, donc réussir à faire des détecteurs qui détectent 10-17 watts, alors que il y a 50 kilowatts de radiation solaire qui arrive sur le panneau solaire en dessous, là. Et ce panneau solaire, il est à 300 degrés, enfin, il peut faire cuire des œufs sur le panneau solaire. C'est très chaud, donc de là jusqu'au détecteur, il y a un gradient de température phénoménal. Et donc, la cryogénie, c'est une usine à gaz, en fait, le satellite Planck. Et puis juste pour vous montrer l'image de Kobe, l'image de WMAP et l'image de Planck. Donc, on avait une bien meilleure résolution et une bien meilleure sensibilité. Donc, ça, c'est l'image que j'avais montrée tout à l'heure, la situation en 1995. Ça, c'est les prédictions dans la proposition qu'on a faite. On faisait des prédictions qu'on détecterait 7 pics acoustiques. Et puis ça, c'est la réalité en 2018, 2013 n'était pas très différent. Vous pouvez voir qu'effectivement, on a détecté 7 pics acoustiques. Et vous pouvez voir que ça, c'est les points de mesure. On a atteint la précision qu'on voulait. Alors ça, c'est en 2013, quand on a relâché les données pour la première fois, on a fait la première page d'un tas de journaux, y compris le Financial Times, ce qui était quelque chose qui, pour scientifique, est un peu surprenant. Et donc là, c'est les cartes faites par le satellite, que je ne vais pas toutes vous détailler. Il y a des cartes qui regardent l'intensité du rayonnement, puis des cartes qui regardent la polarisation. Et il y a 9 fréquences. Et là, il y a une combinaison de fréquences pour vous montrer que vous voyez le plan, qui est en coordonnées galactiques, et donc le plan de la Voie lactée, c'est là la partie brillante blanche. Et puis, ce qui est en bleuté et en rose, c'est la poussière interstellaire qui rayonne et qui est donc un avant-plan qu'il faut enlever. Et ce que vous voyez au-dessus, les taches jaunes sur la fond rouge, c'est le fond cosmologique. Donc il y a une dynamique fantastique dans cette image. Et donc il y a des dizaines de micro-kelvin de fluctuations de température qui sont les points jaunes,
qui sont les fameuses structures de 1 à 2 degrés, de quelques degrés sur le ciel. Alors on peut extraire, si on a assez de fréquences, puisque la distribution en fréquence des avant-plans et du fond cosmologique est très différente, vous pouvez voir qu'on peut extraire par exemple la carte de la poussière. Donc vous voyez d'ailleurs que la poussière interstellaire, c'est très non uniforme. Vous voyez ici par exemple les filaments qui sont au-dessus du plan galactique. Il y a un nuage moléculaire là, avec des filaments qui sont en train de former des étoiles. Et j'ai juste mis cette image pour vous montrer que ça c'est les fréquences, alors les fréquences radio, enfin les fréquences de la radiation électromagnétique. Vous pouvez voir que la ligne bleue, c'est le fond cosmologique, puis vous pouvez voir qu'il y a la poussière, c'est la bande rouge, et puis il y a d'autres émissions. L'émission synchrotron, c'est le rayonnement des électrons dans le champ magnétique de la galaxie, etc. Donc il faut dépêtrer tout ça, et les 9 bandes servent à faire cet exercice. Et finalement, quand vous faites ça, on ne laisse plus que les fluctuations du fond cosmologique. Et donc ça, c'était la carte qui a été, enfin c'est la dernière carte sortie en 2018, mais à l'œil, même la carte de WMAP ressemble à ça, vous ne pouvez pas trop la distinguer. Et juste, par exemple, à des fréquences élevées, à 350 gigas, on voit surtout la poussière. On regarde la polarisation, et donc la polarisation de la lumière, par exemple, les poussières s'orientent dans le champ magnétique, comme de l'émail de fer près d'un aimant, et donc on peut faire la cartographie complète du champ magnétique de notre galaxie. Donc on observe la polarisation, et puis vous pouvez voir qu'on l'observe, alors ça on a pris un carré, et puis l'autre carré ici, et vous pouvez voir effectivement qu'il y a des patterns qui ne sont pas n'importe quoi entre la polarisation et Et donc, on peut prédire que dans l'effondrement des structures, le gaz, les électrons tombent, ils ont une vitesse radiale, et l'interaction de ces électrons qui convergent vers le centre de l'excès de densité produit de la polarisation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la carte, on prend tous les pics qui sont au-dessus d'un certain niveau, et puis on les empile les uns sur les autres pour avoir un très grand signal sur bruit, et puis on fait la même chose pour la carte polarisée. Donc, la carte à gauche, c'est l'intensité. Si on fait les pics d'intensité, on a un pattern de polarisation qui est représenté radial ou, au contraire, circulaire autour de la densité, qui représente d'ailleurs ces oscillations acoustiques. Il y en a un qui est la simulation du modèle numérique, et l'autre, c'est l'observation. Quand on regarde bien, on peut voir laquelle est l'observation, non pas par la figure de la polarisation est vraiment la même, mais vous pouvez voir que dans celle du dessus, le fond est plus non uniforme que dans la simulation qu'on avait faite. Donc les données sont au-dessus et la simulation au-dessus. Quand je vous parlais de cohérence, quand on fait un modèle comme ça, qu'on se dit, on est parti avec des hypothèses extraordinairement... On pouvait douter qu'on puisse extrapoler par des facteurs de 100 millions la taille de l'univers aujourd'hui, etc. Faire une prédiction comme ça, et puis dire, voilà ce que j'attends, et puis voilà ce que je vois, vous dites, on est quand même sur la bonne voie. Alors, l'outil des cosmologistes, et je ne vous détaillerai pas ça, c'est ce spectre. Donc, ça, c'est des fréquences angulaires, une fois de plus. Il y a la température, et puis le E, c'est un des modes de la polarisation. Et puis, ce qui est ici, le dernier en bas à droite,
c'est le lentillage. Donc en fait, en gros, maintenant, notre univers qui était formé de galaxies est très inhomogène. Donc la question, c'était comment on est passé de ce 100 millième à quelque chose qui ressemble à ça. Et donc on fait des modélisations, et en fait, on trouve que ça marche. Donc la question maintenant, après, c'est de dire, alors, les fluctuations, ces fluctuations quantiques, d'où est-ce qu'elles sont venues? Alors, ça c'est un petit schéma. Ah, tiens, là il y a eu quelque chose dans le passage du PowerPoint au PDF, il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé. C'est une représentation symbolique de toutes les galaxies. Le satellite Planck est l'image du physicien Planck ici. Et puis vous voyez que les galaxies s'arrêtent. Et puis derrière, il y a le fond cosmologique. Et puis il faut qu'il y ait quelque chose qui ait amené les fluctuations quantiques à des tailles macroscopiques. Donc le modèle le plus simple, on décrit la relativité générale par la gravité par la relativité générale, on prend le modèle de physique des particules, qui décrit toutes les interactions autres que la gravité, et puis on met ce corps noir à 2,7255 qui devient de plus en plus chaud au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, on met de la matière ordinaire, on met de la matière noire massive, on voit, je vais vous montrer une image pour dire comment on la voit, qui n'interagit pas avec la lumière et qui n'interagit pas avec la matière, et puis vous mettez quelque chose qu'on appelle l'énergie noire, faute de meilleur là, parce qu'on ne connaît pas sa nature exacte, ou constante cosmologique. Qui est-ce qui avait mis Einstein pour faire un modèle stationnaire? Donc c'est une antigravité. Einstein l'avait mis dans l'équation de la relativité générale interne, qu'il a appelé la constante cosmologique, qui permettait à l'univers d'être stationnaire. Comme l'univers était en expansion, il est excité pour avoir dit que c'était sa plus grosse bourde, donc il a renlevé ce terme dans l'équation de la relativité générale, et maintenant on le remet, parce que on voit que l'univers est en train d'accélérer, et donc il y a bien une antigravité de ce type, et qu'il en faut une aussi pour faire le début, pour faire le Big Bang. Alors, en regardant ces pics acoustiques, etc., on peut mesurer très précisément la quantité qu'il faut de matière ordinaire, c'est le jaune, de dark matter et de dark energy. Et c'est pour ça qu'on met ces ingrédients, parce que c'est ceux qui sont les sources de la gravité dans la relativité générale. Je ne vais pas vous demander de regarder tous ces paramètres. Les 6 paramètres cosmologiques, c'est les 6 paramètres du modèle simple. Simplement, vous voyez la précision, en général, c'est au pourcent ou sub-pourcent. Je peux vous dire que moi, j'ai fait de l'astrophysique interstellaire et du milieu interstellaire, et quand on trouvait des résultats à 10 ou 20% près, on était content. Et là, en cosmologie, on revient avec des précisions qui sont de l'ordre de la physique de laboratoire. Et donc, par exemple, le meilleur modèle, c'est le trait bleu. Les points de mesure, c'est les points rouges. Ça, c'est l'écart. Et puis, vous pouvez voir que la barre d'erreur produite est dans la statistique, qui sont les 2 lignes jaunes, qui sont une déviation standard du bruit. Et puis ça, c'est le même modèle. Alors, ça, c'est le même modèle qui a été déterminé par la température. Vous pouvez regarder ce qu'il fait sur les spectres de la polarisation. Il y a 2 types de polarisation. Simplement, vous voyez que là, ça n'a pas été ajusté. Ça a été ajusté. Les paramètres ont été ajustés pour fitter la température, et que la polarisation est fitée absolument sans... Alors, la matière noire, ça, c'est un amas de galaxies. Les objets les plus diffus, c'est des galaxies de l'amas. Et puis, les galaxies très distordues, c'est des galaxies qui sont derrière et qui sont... La lumière est déviée par le champ de gravité, et donc ça distord les images, comme une lentille, et on peut effectivement calculer la masse qu'il faut pour distordre
autant les galaxies qui sont derrière. Et c'est 20 à 30 fois la masse des galaxies. Donc effectivement, il y a de la masse qu'on ne voit pas. Elle est là. Et donc, elle va aussi affecter la propagation du fond cosmologique. Alors par exemple, là, on ne met pas cette distorsion. Et puis dans la simulation, on met la distorsion. Alors vous voyez que d'abord, ça bouge un peu, ça distord un peu, et puis qu'il y a un certain type de polarisation, qu'on appelle les modes B, qui apparaissent ici, et qui n'apparaissent pas, qui n'apparaissent que quand il y a du lentillage. Et on peut faire une prédiction avec un spectre du même type, et donc ça c'est le spectre qui est prédit et le spectre mesuré. Et donc ça c'est une image de toutes les masses, de la masse dans l'univers, complète, puisque le fond cosmologique il passe au travers de tout, et donc c'est la distribution, si on voit, par la distorsion gravitationnelle, on voit la distribution des masses de tout l'univers jusqu'à l'horizon, jusqu'au moment où il n'y a plus de galaxies. Alors je vais finir sur l'inflation. Les fluctuations quantiques, c'est le seul modèle possible. Donc l'inflation, c'est un champ qui est du même type que celui qui provoque aujourd'hui la réaccélération de l'expansion. Dans la théorie des champs, c'est quelque chose qui existe et qui peut produire une gravité négative. Donc, ça explique effectivement les fluctuations. Alors, quelles sont les prédictions spécifiques de ça? Comme c'est une fluctuation quantique, c'est les fluctuations au hasard, générées par la mécanique, enfin, impliquées par la mécanique quantique, qui forment ce qu'on appelle un bruit blanc, c'est-à-dire que à toutes les échelles, il y a le même niveau de fluctuation. Donc, ces fluctuations, elles devraient faire ce bruit blanc, sauf qu'il faut que l'inflation s'arrête, et donc quand l'inflation s'arrête, elle s'arrête un peu progressivement. Il faut que ce champ il génère les particules qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, les grandes tailles et les plus petites tailles de fluctuation ne s'arrêtent de grandir pas au même moment. Et donc, au lieu d'avoir un spectre qui est complètement plat, il y a un spectre qui est légèrement, qu'on appelle tilté, penché, avec une déviation par rapport d'à peu près 4% par rapport à un spectre complètement plat. Et puis, on prédit aussi que la géométrie, avec ce facteur énorme d'expansion, ça sera une géométrie qui ne sera pas, elle n'a aucune raison d'être euclidienne dans la relativité générale, l'espace-temps n'est pas euclidien, c'est ce qui provoque la gravité, mais la phase très rapide d'expansion du début, par un facteur 10 puissance 30, va avoir aplati complètement l'univers, donc quelle que soit la courbure qu'il avait au départ, on s'attend à avoir un univers dit plat. Alors l'univers plat, ça veut dire grosso modo euclidien. Quand vous faites un très grand triangle dans l'univers, la somme des angles est bien 180 degrés. Et puis si vous faites ça sur la surface d'un ballon, vous verrez que c'est plus que 180 degrés. Donc les géométries non euclidiennes, elles existent, c'est pas difficile, on prend une surface courbée. Et le dernier point, c'est que l'inflation génère aussi des ondes gravitationnelles. Je vais vous montrer ça. C'est les 6 paramètres du modèle standard de la cosmologie. Et celui qui est H0, c'est la vitesse, c'est le paramètre qui décrit la vitesse d'expansion, c'est le paramètre de Hubble. Juste au-dessus, il y a un petit ns. Alors ns, il est défini comme ce qui donne ns égale 1. C'est le spectre plat ici. Alors c'est celui qu'on a effectivement dans les spectres. Et puis les pics acoustiques, c'est ce qui a été imprimé après par le développement des fluctuations. Et
qui est prédit, c'était qu'on devait avoir plus petit que 1, et avec à peu près 4%. Et vous pouvez voir que c'est 0,96, 4, 9. Donc, c'est un peu, comme je vous dis tout à l'heure, la chaîne de raisonnement et d'extrapolation qui conduisait à cette prédiction que NS doit être très près de 1 et doit être un peu plus petit, et d'environ 4%, pour les modèles les plus simples d'inflation. Quand on a trouvé ça, on était content quand même. Et je ne vais pas vous décrire tout ça, on peut regarder la géométrie de l'univers, parce que ce premier pic acoustique, il est très facile de calculer la dimension physique qu'il a. C'est simplement la propagation du son. Donc, c'est une propagation qui est proche d'un tiers de la vitesse de la lumière, mais c'est calculable. Et donc, on a un triangle. Le triangle qu'on a maintenant pour mesurer la géométrie, c'est la taille. Donc, l'inverse de cette fréquence-là, c'est la taille de ce premier pic. Et le rayon de l'univers, qui c'était l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années, multiplié par la vitesse de la lumière, et donc on peut vérifier si c'est euclidien ou si ça l'est pas, et si c'est fermé ou ouvert. Le oméga k, 0, c'est l'euclidien. Si on est positif, il va y avoir des courbures fermées, donc l'univers c'est comme un ballon, c'est-à-dire si vous partez et puis vous en ligne droite entre guillemets, c'est-à-dire en suivant toujours le chemin le plus proche de la distance la plus courte, vous allez revenir en fait à votre point de départ, et puis vous avez des espaces ouverts, oméga k négatif, et là vous avez vu, on a dit, le 10 puissance 30 de l'expansion, il va avoir aplati complètement l'univers. Oméga k égale 0,307. C'est vraiment euclidien. Mais c'est pas euclidien à région. Je vous ai montré les distorsions énormes des galaxies, et la relativité générale a été prouvée en vérifiant en 1919 que lors d'une éclipse observée en Amérique du Sud, que la lumière des étoiles était déviée. Donc, je vais terminer sur une anecdote intéressante de sociologie scientifique. Les ondes gravitationnelles ont été détectées maintenant. Elles étaient prédites par la TD générale, et elles ont été détectées il y a 2 ans, 3 ans maintenant, sur des fusions de trous noirs. Les ondes gravitationnelles sont détectées par le changement de la longueur relative des bras d'un interféromètre, de 2 bras d'interféromètre perpendiculaires, et on regarde passer l'onde. Évidemment, pour regarder passer les ondes gravitationnelles primordiales, elles ont des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du rayon de l'univers, en gros 13 milliards d'années-lumière. Et donc, si vous vouliez les regarder passer, de crête à crête, il faut attendre 13 milliards d'années, c'est un peu long, donc on ne peut pas faire comme ça. Mais par contre, elles se sont propagées, et donc elles ont imprimé, de la même façon que les structures ont imprimé de la polarisation par la concentration de la matière, etc., les ondes gravitationnelles ont imprimé des signatures sur le fond cosmologique. Donc pour l'instant, maintenant, le jeu de la cosmologie, c'est de construire des instruments qui vont être capables de détecter ces ondes gravitationnelles primordiales. Une équipe d'une manip qui s'appelait BICEP 2. Alors vous voyez, ça c'est le champ, et on voit d'ailleurs la poussière avec le champ magnétique là, que je vous donnais. Et puis le contour blanc, c'est le champ qu'ils ont observé depuis le pôle sud, où ils ont observé avec une sensibilité beaucoup plus grande que Planck, juste dans un petit morceau. Et puis ils ont cru qu'ils avaient détecté les ondes gravitationnelles. Alors, ce qui serait la détection des ondes gravitationnelles primordiales, je vous avais dit aussi que c'est ce qu'on appelle les modes B,
le lentillage en produit. Donc le lentillage, c'est la courbe que vous voyez monter. Les points noirs, c'est les mesures. Et vous voyez que quand on arrive vers un multipôle de 100, là, vous avez des points qui sont au-dessus de la courbe. Donc ils ont dit, c'est là qu'on s'attend à voir les ondes gravitationnelles. Et donc ils ont fait une conférence de presse où ils ont annoncé que, il a été annoncé en disant que c'était nobélisable, donc ils disaient bon, ça doit être les ondes gravitationnelles. Et puis nous on a regardé dans les semaines qui ont suivi, et puis on s'est dit la poussière on la voit, parce qu'ils avaient dit la poussière est négligeable. Là on la voit comme une des figures, là, elle est orientée dans le champ magnétique là. Donc en fait c'est la courbe bleue qui fait la poussière, et donc malheureusement, ils ont raté le prix Nobel. Donc, il y a un des membres de l'équipe qui a écrit un bouquin, Comment rater le prix Nobel. Parce qu'ils avaient quand même beaucoup battu les tambours là-dessus. Donc on réussit pas toujours. Et effectivement, il y a eu beaucoup de succès dans la cosmologie, il y a eu aussi quelques échecs. En fait, ça illustre un de ces échecs. Voilà, merci.